Parler de l'Afrique, c'est parler aussi de la géopolitique. Et quand on parle de la géopolitique, est un pays poumon, voire un cœur. C'est le cœur de l'Afrique centrale. Et tout ce qui se passe à côté du Cameroun a des répercussions au sein de l'Afrique centrale. Et toutes les décisions prises par des pays africains, et particulièrement de l'Afrique centrale, ont aussi des répercussions sur le Cameroun. Et d'ailleurs, le Cameroun, à l'instar de la Russie, à l'instar du Tchad, a commencé à faire des pieds de grue, des yeux doux à la Russie. On a d'ailleurs vu, Paul Biya qui n'avait jamais assisté à un sommet, courir, rencontrer Poutine, malgré la distance entre Yaoundé et la Russie, et surtout son état de fatigue. Et quand on voit également le bateau camerounais qui a été pris dans les eaux d'Ukraine, on commence que le Cameroun aussi est en fait dans une autre forme de guerre, mais en train de guetter à gauche, à droite, jouer au funambule, parce que l'ancien maître est là, et il y a le nouveau maître qui est en train d'arriver au galop au niveau de l'Afrique. Lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement dans les États du Sahel, la France a-t-elle intérêt à perdre le contrôle de l'Afrique francophone? La France va-t-elle abandonner? Non. La preuve, c'est que la Russie avait déjà pris la République centrafricaine. Et on voyait déjà Touadéra se pavaner avec Wagner. Et il tenait tête à Paris et aux Occidentaux. Mais aujourd'hui, le même Touadéra, il fait semblant de bifurquer, de faire marche arrière. Touadéra, comme on l'a présenté comme un panafricaniste, le voilà donc celui qui voulait monter et lever la tête contre Paris, qui court maintenant en France comme un tout petit gamin, se mettre à genoux. Je reviens vers toi, Seigneur. Oui, je reviens vers toi. À l'occasion de la fête du 14 juillet 2024 à Bangui, dans l'après-midi, Touadéra s'est donc déplacé personnellement avec le ministre des Affaires étrangères pour aller dans les festivités de l'ambassade au sein de la résidence de l'ambassadeur de France à Bangui. Et là-bas, qu'est-ce qu'il n'a pas dit pour la France? Oui, la France, pays des droits de l'homme. La France, pays de la démocratie que je t'aime. Oh, les relations amicales, fraternelles, historiques, héréditaires entre la France et l'Afrique ne peuvent jamais être rompues. Oui, nous sommes comme dans une famille où tu es avec ta femme, sauf qu'on ne sait pas qui est la femme et qui est l'homme. Bon, vous vous brouillez un peu, puis vous revenez sur le même lit, sur le même toit, vous discutez. Oui, la France est notre ami intime. Bref, Touadéra et sa ministre ont donc dragué la France. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste avoir 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'est-à-dire 6 milliards de francs CFA. Parce que avec les sanctions économiques, ou alors parce qu'on a fermé le robinet, ne parvient plus à respirer, mais pas que. Parce que justement, à l'instar de Mahamat Idriss Déby, Mahamat Idriss Déby, pour qu'on accepte ou qu'on l'installe comme empereur du Tchad, ou alors comme, oui, parce que l'autre, son père était maréchal, il s'est servi de la France. Maintenant qu'il y a les élections en République centrafricaine, en octobre 2024, Touadéra part faire des jambes épileptiques auprès de la même France, reconnaissant que la République centrafricaine ne peut respirer sans la France. Parce que c'est une république
sous assistance respiratoire, qui est anémié financièrement, qui manque de globules rouges, de globules blancs, de tout, et qui aujourd'hui eh bien, est présenté comme un pays qui ne veut pas déstabiliser la République centrafricaine. Et pourtant, on se souvient du Ramdam qui a eu, lorsque Touadéra, avec ses services de sécurité, nous ont présenté un certain Rémi Kio comme étant un terroriste français qui avait les armes. Ils ont fait qu'il soit assis, qu'il voulait déstabiliser le pays. Les panafricanistes, les journalistes, les activistes sont montés au front pour applaudir le courage de Touadéra. Mais aujourd'hui, parce qu'il veut rester président à vie, il va maintenant à Paris. Il demande de l'aide de 6 milliards et après la communauté internationale a validé son braquage électoral. Voilà pourquoi est-ce que la jeunesse africaine ne considère plus confiance à ces hommes politiques qui, selon la météo, tournent de veste, changent d'alliance et parfois dressent même leur peuple contre leurs bienfaiteurs, contre leurs maîtres. Hier encore, la France était considérée comme un paria en République centrafricaine. Mais aujourd'hui, la France est présentée par Touadéra, tout comme également elle sera présentée par d'autres lorsqu'ils seront en difficulté, comme étant le pays qui vient aider tout simplement l'Afrique. La France aide-t-elle l'Afrique? La France est-elle la mamelle nourricière de l'Afrique? Pas besoin de repartir dans l'histoire pour voir l'esclavage, ce que ça a contribué. Pas besoin de faire tout le ramdam sur la dernière actualité au Niger, au Burkina Faso ou encore au Mali, mais juste reprendre les Français eux-mêmes qui donnent quand même des idées et des analyses parfois objectives sur les relations entre la France et l'Afrique. Dans ces relations, les États n'ont pas d'amis. Les États n'ont que des intérêts. Il n'y a donc pas un cadeau que la France offre gracieusement. Il n'y a pas un cadeau que la Chine, la Russie offre gracieusement. Mais surtout, il n'est pas normal qu'un dirigeant africain, après avoir présenté à ses concitoyens que voici la nouvelle politique, la nouvelle ligne politique que j'ai choisie, parce que je voudrais maintenant la souveraineté, que le même aille mendier parfois du blé ou encore un peu d'argent parce qu'il veut s'accrocher au pouvoir. Peut-on avoir la souveraineté lorsqu'on dépend de quelques aumônes, de quelques gracieusetés, de quelques dons, de quelques miettes qui viennent de l'étranger? On en doute. Ça ne sert à rien de vouloir jouer aux panafricanistes pour finalement tourner en rond. Aujourd'hui, la République centrafricaine joue exactement le même jeu que Paul Biya. Lorsqu'il y aura l'élection, puisque l'élection approche, il aura besoin du soutien de Paris. Il voudrait bien que les grandes puissances puissent le soutenir. Quand il faut faire la guerre contre les anglophones, il court choisir maintenant les armes en France. Il sollicite la coopération avec la France ou avec les États-Unis. Mais quand il faut maintenant faire un autre banditisme derrière, il va faire le chantage avec la Russie. La France est un pays qui, justement, a aussi profité de ces comportements antipatriotes des dirigeants africains. Les dirigeants africains sont uniquement comme des girouettes qui tournent selon la direction du vent,
qui vous vendent du vent, mais qui ne peuvent jamais vous dire certaines réalités que pourtant certains Français eux-mêmes sont en train de dire. Qu'ils ne vous disent pas, et surtout ceux de l'Afrique centrale, qu'ils vont un beau jour se débarrasser de leurs mamelles. Parce que bien au contraire, toutes les richesses, tout ce qu'on peut avoir, ils préfèrent dilapider cela pour les grandes entreprises françaises qui restent implantées et qui aujourd'hui, bien sûr, continuent à faire des affaires malgré le fait que derrière, on vous dit que ces gens ont changé. Ils n'ont jamais changé. Écoutez le témoignage de ce Français qui, dans une interview, vous passe en revue justement ce qui se passe entre la France et l'Afrique pour comprendre qu'il n'y a pas d'aide gratuite, qu'il n'y a pas d'aumône, qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour distribuer le poisson, multiplier le pain comme Jésus. Non. Écoutez maintenant la réalité de ce qui se joue. À ton avis, quel est aujourd'hui l'intérêt pour Emmanuel Macron de relancer les économies africaines? Est-ce que c'est une question d'hégémonie en Afrique? Je pense qu'il y a un intérêt clairement pour la France de ne pas laisser l'Afrique s'enfoncer dans la pauvreté. C'est plutôt une question économique qu'une question d'humanisme. La France a une grosse partie de ses multinationales qui produisent les biens primaires, que sont l'énergie, les matières premières. En Afrique. Les nationales françaises, une grosse partie où elles sont françaises pour pouvoir travailler. C'est une instabilité politique, due aux famines notamment, ces entreprises ne peuvent plus travailler. Donc il faut assurer une stabilité, on va dire, politique et économique à l'Afrique en l'aidant pour permettre à ces entreprises de pouvoir extraire des matières premières et les matières minières du sol africain. Parce que ces entreprises sont françaises. Et puis l'autre chose, c'est que la balance commerciale de la France est excédentaire envers l'Afrique. C'est-à-dire que nous exportons beaucoup de biens vers l'Afrique. Donc si l'Afrique n'a pas les moyens de nous les acheter, il y a moins d'exportation pour nos entreprises. Et s'il y a moins d'exportation, il y a moins de bénéfices. Donc le but en fait du maintien de l'Afrique dans une condition, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle puisse acheter nos biens et qu'on puisse extraire ces matières premières, c'est la nécessité que notre économie fonctionne bien. Et c'est le but du sommet là, en fait. Donc on va injecter quelques liquidités pour qu'elle aille un peu mieux et pour qu'on puisse toujours commercer dans les deux sens avec elle. Mais aucunement, ce sommet n'a pour but de sortir l'Afrique de la pauvreté et de la mettre sur la voie du développement. Parce que ni nos entreprises qui sont sur place, ni nos entreprises qui sont en France et qui exportent vers l'Afrique n'ont intérêt, in fine, à ce que l'Afrique s'en sorte mieux. Parce que si l'Afrique s'en sort mieux, il y a une partie de nos multinationales qui devront rentrer chez elles, et il y a une partie des biens qui seront produits directement en Afrique, et nos entreprises françaises n'auront pas besoin, ne pourront plus les exporter. Donc le but est toujours de maintenir l'Afrique dans une position plutôt intermédiaire, suffisante, qu'elle ne tombe pas dans le chaos, mais qu'elle ne se développe pas non plus. C'est un peu l'objet de ce sommet où on annule un petit peu de dette, où on donne un petit peu d'argent par-ci par-là, sans que ce soit un grand virage économique pour l'Afrique. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique elle a besoin d'une intervention de l'Occident sur son économie? Qu'est-ce qui l'empêche, en gros, de s'en sortir seul? Alors, déjà, ce qu'il faut globalement se développer quand on est un pays pauvre, dans une économie dans une économie mondiale où il y a déjà des pays développés, c'est très difficile. Surtout dans une économie mondiale où on prône à l'Organisation mondiale du commerce libre-échange. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vous apprendre à fabriquer des voitures si vous avez juste acheté des voitures à l'étranger. On ne peut pas vous apprendre à fabriquer, je sais pas moi, un bien produit fini quand il peut être produit ailleurs. Et donc ça met en fait tous ces pays dans une trappe à développement. Ça c'est une réalité. Donc c'est très difficile pour ces pays de se développer. Mais nous avons vu quand même ces derniers temps un certain nombre de pays qui étaient très pauvres, qui ont réussi à prendre la voie de l'émergence et elles sont faites en ayant une politique plus agressive que celle qui est faite en Afrique. Le Vietnam, par exemple,
avait une politique, quand c'était un pays pauvre, très agressive. Enfin, les investissements directs étrangers ne venaient pas s'installer comme ça au Vietnam. Il y avait du pétrole au Vietnam, ça a mis un temps fou de négocier l'extraction de ce pétrole parce qu'il fallait reverser une partie à la région, mais aussi une partie au nord, et ainsi de suite. Et là, en Afrique, nous avons les contrats de partage de production qui sont les plus défavorables au pays. Donc il y a un problème quand même d'agressivité des dirigeants africains dans la négociation de l'extraction minière. Et puis après, il y a toute la question du financement et des plans d'ajustement structurel du FMI dont on va parler, qu'ont subi l'Afrique. L'Afrique a été un véritable laboratoire des politiques d'ajustement structurel du FMI avec des conséquences très négatives sur la lutte contre la pauvreté. Alors justement, en parlant du FMI, vous avez suivi ? Un membre de la diplomatie française a déclaré que, a priori, le FMI pourrait débloquer 34 milliards de dollars en droits de tirage spéciaux. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est exactement que les droits de tirage spéciaux et est-ce que ça annonce un plan de relance sur le continent africain ? Alors, les droits de tirage spéciaux, c'est une monnaie du FMI qu'on met à disposition des pays, voilà, pour leur balance des paiements, alors soit pour stabiliser leur monnaie, leur politique monétaire, parfois, soit pour acheter des importations. Mais il ne faut pas penser que c'est de l'argent qui est donné gratuitement. Le FMI ne donne jamais de l'argent gratuitement. Il faut l'avoir en tête. Il a des objectifs politiques qui est de libéraliser l'économie. Donc cet argent est donné, mais souvent il est donné en échange de réformes à effectuer. Et les réformes, on les connaît. Ce sont des réformes, privatisation, etc. Et quand je disais que était le laboratoire des politiques libérales du FMI, il faut bien comprendre que je crois qu'il n'y a jamais eu autant de pays qui ont subi les politiques d'ajustement structurel du FMI que nous avons découvert en Europe avec la Grèce notamment, dont nous connaissons aujourd'hui les effets pour les Grecs. Les pays africains ont subi massivement ce type de politique. Et quand on regarde les résultats de ces politiques, on nous dit tout le temps, oui, mais ça n'a pas marché en Afrique pour des raisons autres que économiques. On nous dit c'est le climat, on nous dit c'est les guerres ethniques, on raconte plein de choses sur l'Afrique. On ne raconte jamais que ces politiques n'ont pas marché parce que c'est des politiques qui ne fonctionnent pas. Vous regardez en fait en Afrique, il y a eu des privatisations, le service public a reculé, les capitaux ont été libérés de tout mouvement, le marché du travail a été flexibilisé, enfin tout a été libéralisé. Et les pauvres sont devenus plus pauvres. L'Afrique, c'est le seul continent qui a vu sa pauvreté doubler ces 50 dernières années. Et c'est le continent qui a le plus appliqué les politiques d'ajustement structurel du FMI. Donc il y a vraiment une conséquence entre les deux. Donc quand le FMI prête de l'argent, il faut toujours se méfier. Et je veux dire aujourd'hui, sortir l'Afrique des politiques imposées par les bailleurs de fonds, moi je pense que c'est déjà une première étape pour que l'Afrique se développe. Je rappelle quand même quelques chiffres, c'est important. C'est que l'Afrique, entre 1950 et 1970, avait un taux de croissance plus élevé qu'à partir des années 80. Or, à partir des années 80, c'est là où on a appliqué massivement les politiques d'ajustement structurel en Afrique. Donc c'est très important de rappeler que quand le FMI intervient, ça ne se passe jamais bien. Et en 2000, je dis une dernière chose, en 2000, il y a eu un changement de politique dû à Stiglitz qui critiquait beaucoup le FMI et à la société civile qui a beaucoup manifesté contre ces plans d'ajustement structurel dans les ONG européennes, américaines, mais aussi africaines. Et on est passé à des documents stratégiques de pauvreté où c'était le pays qui devait rédiger contre-échange de fonds du FMI. Donc on est passé d'une situation où le FMI imposait à une situation où le FMI devenait un professeur et il notait les copies. Et en fait, quand vous avez un document, si les Africains, les dirigeants africains avaient proposé ce que moi je propose, ils auraient eu un 0 sur 20 par les FMI. Ils n'auraient pas eu les fonds. S'ils proposaient ce que proposerait Macron, libéraliser, flexibiliser, etc., bah là on leur donnait de l'argent. Et puis à l'époque, attention, quand il y a eu ces documents, tu as toutes les économistes de gauche qui ont dit que c'était génial, que l'Afrique était maître de son développement, etc. Ce qui était complètement faux. Mais chaque fois que le FMI donne de l'argent, il y a toujours un risque derrière parce qu'on n'imposait jamais de l'argent gratuit. Et cet argent du FMI, il va passer par les pays africains. Pour acheter des importations, il va finir dans les comptes des entreprises européennes. C'est tout. C'est un tour de passe-passe. Alors, je voulais aussi revenir sur une déclaration de Bruno Le Maire dont on regarde un... Ça, après, nous, on a seulement des fausses discussions-là. J'en suis convaincu. Voilà. C'est l'entrepreneuriat africain, c'est les PME africaines, c'est l'esprit d'entreprise qui anime beaucoup de jeunes dans les États africains. Et moi, je dois dire mon admiration pour tous ces jeunes entrepreneurs que je rencontre, toutes ces femmes entrepreneurs que je rencontre, parce qu'elles ont beaucoup de difficultés à lever les financements nécessaires. C'est cet esprit d'initiative et d'entreprise que nous voulons soutenir. Alors, pour Bruno Le Maire, les économies africaines sont un atout majeur et la jeunesse est habitée par l'envie d'entreprendre. Est-ce que le mythe de la Startup Nation, le mythe du business angel, est-ce que c'est vraiment ce qui habite l'Afrique et ces propos, est-ce qu'ils illustrent une vraie réalité? Là, on est toujours dans le même mythe, le mythe de l'esprit d'entreprise. En fait, si les Africains ne réussissent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'entreprise. Alors que nous, on l'a beaucoup en France et en Europe.
C'est un peu ça. Alors ça montre une vraie méconnaissance, moi je trouve, des problèmes de l'Afrique et de l'Afrique en général. Alors il a raison quand il dit qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en Afrique, mais il n'y a que ça. Tout le monde est entrepreneur de soi-même, c'est des entrepreneurs de survie. Vous avez des pays où 60% de la population vivent en auto-entrepreneur quasiment. C'est-à-dire des petits entrepreneurs de la vie quotidienne. Vous savez, quand vous avez des défaillances des institutions, des défaillances de marché, avec une forme d'entrepreneuriat privé de survie. C'est-à-dire que vous allez de queue. Ben, vous avez des gens qui sont des gens qui se font payer pour faire la queue à votre place. C'est leur métier. Ils ont monté cette entreprise, ils disent tiens, il y a un problème, une défaillance, on attend 3 heures pour faire la queue. Moi, je vais créer mon entreprise, je fais la queue à ta place, tu me donnes de l'argent. Donc tu fais la queue, tu vas au café, voilà. Vous avez des gens qui sont en même temps fonctionnaires, mais comme l'État a des retards de paiement parfois, ben, ils montent leur petite entreprise pour faire le café, en devant enfin, tous, ce sont des auto-entrepreneurs. Vous avez tous les métiers possibles, inimaginables qui ont été inventés en Afrique. Et donc les gens, ce sont des entrepreneurs nés, beaucoup plus qu'en France. Ça, il faut dire la vérité. Le Bénin, par exemple, 70%, ce sont des auto-entrepreneurs. En France, les auto-entrepreneurs, c'est 5-6% à peine. C'est-à-dire 50% de la population française, elle bosse dans des grandes entreprises intermédiaires de plus de 250 salariés. Donc l'Afrique, elle n'a pas besoin d'entrepreneurs, elle en a déjà plein. Elle a besoin surtout d'industrie. C'est hyper paternaliste en plus de qualifier ces personnes qui survivent en tentant de pallier les défaillances du système de business angel ou d'auto-entrepreneur ou quoi que ce soit. Enfin, c'est différent d'un auto-entrepreneur français. Bah, bien sûr, là, il y a un mythe du super-héros entrepreneur qui pourrait réussir seul. Mais quand vous regardez en Afrique, même quand vous regardez les plus grands chefs d'entreprise africains, c'est des gens qui sont extrêmement innovants, qui ont inventé des choses, mais souvent, l'accès au financement, les banques n'ont jamais voulu leur prêter d'argent à des taux mirobolants. Donc c'est souvent des entreprises étrangères, par exemple comme Total, qui sont obligées d'investir dans des provisions d'investissement diversifiées, c'est obligatoire, et qui vont prendre le capital d'un start-upper, on va dire, ou d'un grand entrepreneur africain, et lui permettre d'avoir des fonds, et lui, il va s'enrichir. Mais voilà. Vous avez après toute cette petite, tout le reste de la population qui est un entrepreneuriat de survie. Et aujourd'hui, ce qui manque... C'est plus important que les faits divers. La plupart des biens... C'est vrai que si on commence à parler les affaires de Sam Caleçon, là, il y aura beaucoup de gens. Et ces matières premières d'énergie, elle n'arrive même pas à le transformer sur place. C'est-à-dire que par exemple, un pays comme le Congo, il exporte du pétrole, le pétrole est transformé en essence en France, et elle importe de l'essence. Alors elle pourrait transformer son pétrole en essence chez elle. Donc là, elle aurait une industrie qui permettrait d'employer des Congolais, voilà, et de transformer un produit qui vient de chez elle. Et bien, il n'y a même pas ça. Mais ça, personne n'en parlera, parce qu'à qui ça profite de transformer? Ça profite aux industries européennes. Donc personne ne dira, le problème de l'Afrique, c'est... La SNH, la Sonara, au Cameroun. Qui n'est pas sa propre monnaie, qui ne soit pas souverain de sa propre monnaie. Quand un étudiant, quand Macron était en visite en Afrique, qu'il a tutoyé un président qui allait comme ça en disant qu'il allait réparer la clim, on s'en souvient ça, on le tutoyait, on reste ici, tu vas réparer la clim. Soit dit en passant, quelqu'un qui a vécu en Afrique sait qu'il y a quand même un respect des anciens qui est un peu plus élevé, on va dire, que chez nous. Après, un étudiant lui a posé, trié sur le volet, parce que les étudiants étaient triés sur le volet, dehors, ils manifestaient, dedans, ils devaient être avec Macron. Et ceux qui étaient dedans, il y en a un qui a eu le cours, il pose cette question du franc CFA, de la souveraineté monétaire. Macron, il dit, est-ce qu'il y a un économiste dans la salle? Il dit ça, genre, le franc CFA, ne pas être souverain de sa monnaie, c'est génial. Bah, allez dire ça à la Chine, au Vietnam, vous allez voir comment ils vont me répondre, ou à l'Amérique du Sud, vous allez voir. Enfin, la politique monétaire, c'est la base. Donc ça, on en parle jamais. Le fait que quand une entreprise investisse en Afrique, qu'elle soit obligée d'investir, je sais pas moi, dans des raffineries, etc., comme des pays du Golfe le demandent, comme des pays d'Amérique du Sud, ça, il ne faut pas en parler. Vous voyez? Donc il faut dire, ah, l'entrepreneur c'est super, on va te donner un peu d'argent, microcrédit, 2-3 euros, tu vas pouvoir arrondir tes fins de mois, et c'est toi qui vas sauver l'Afrique. Non. Si on veut un vrai plan pour sauver l'Afrique, il faut, moi je l'ai dit, que les dirigeants soient un peu plus agressifs dans les négociations. Ils peuvent le faire aujourd'hui parce qu'ils ont le choix avec des pays comme la Chine, qui sont intéressés par leurs matières premières, et donc il faut qu'ils fassent jouer cette concurrence pour être plus agressifs, comme l'Amérique du Sud, comme sont les pays du Golfe. Il faut qu'ils exigent que les entreprises multinationales, qui sont principalement européennes, qui viennent tirer leurs matières premières, réinvestissent dans l'économie locale pour qu'ils puissent transformer leurs produits finis. Ça, ce sera la première étape. Le reste, les institutions, la baisse de corruption, elle viendra après, comme c'était le cas chez nous quand on s'est développé. Merci. Merci. Le reste viendra. Mais le problème, c'est que ce sont nos dirigeants qui ne veulent donc pas négocier ou qui ne négocient qu'une seule chose, la longévité au pouvoir. Qu'est-ce qui empêche
nos dirigeants de négocier, par exemple, des raffineries chez eux. Vous vous rendez compte? Voilà le Niger qui vient à peine de changer un coup d'État. Et immédiatement, le prix du carburant à la pompe a baissé et est déjà à 499 francs. Pendant ce temps, Paul Biya, le prix du pétrole depuis 1972. Où est la raffinerie au Cameroun? Une usine qui avait été construite, c'était plutôt pour raffiner le pétrole venant du Nigeria. Paul Biya est incapable de négocier une raffinerie, même avec la Russie. Il pouvait déjà le faire depuis. On n'a pas d'accord aujourd'hui seulement pour les armes, les ceci, avec ces pays-là, avec la Chine. Il aurait pu le faire. Mais il refuse de le faire. Qu'est-ce qui empêche nos dirigeants de négocier la transformation du bois en Afrique? Vous avez vu? Au palais présidentiel, on préfère importer des Louis XIV. Louis XIV est fait avec le bois qui est acheté au Cameroun, qui est transformé en fer, qui est revendu au Cameroun à 400 fois le prix. On ne crée donc pas les emplois qu'on aurait pu créer. Et comme je parle de cette histoire de pétrole, qu'est-ce qui a empêché Paul Biya d'aller négocier avec les Américains, avec les Anglais, et même avec les Français? Pourquoi se transformer? Comment se peut-il qu'il y ait encore la pénurie de carburant dans un pays producteur de pétrole? L'Arabie Saoudite était-elle une grande puissance économique? Le Qatar était-il une grande puissance économique? C'est parce qu'ils ont su, par patriotisme, négocier les prix. Et surtout, ont demandé et le transfert des technologies et surtout la transformation des matières premières sur place. Ça a créé des emplois. Et au-delà de ça, ils y gagnent. Mais quand on voit notre pétrole, notre gaz et tout ça, notre fer, notre manganèse, notre diamant, notre pétrole, le Vietnam a fait comment? On va seulement, à chaque fois, se contenter à dire on est décolonisé, on est décolonisé. Les Vietnamiens n'ont pas fait une guerre contre la France. Ils étaient plus nombreux que les Africains. Ils avaient les armes. Ils avaient la haute technologie. Mais c'était un peuple qui était uni parce qu'il y avait des dirigeants qui avaient des objectifs et qui savaient que le patriotisme, ce n'est pas ce qu'on dit là, comme oh, vraiment, il ne faut pas salir le nom de tel, il ne faut pas salir notre pays, il ne faut pas faire ceci et cela. Ce sont ces actes. Si aujourd'hui, on se retrouve donc avec Paul Biya, qui ne parvient même pas à refaire l'usine de la Sonara qui a été brûlée depuis. Des milliards ont été décaissés auprès de la Banque mondiale, auprès du FMI. Mais rien n'a été fait. Cela veut dire qu'en fait, les dirigeants africains, subsahariens plutôt, préfèrent nous voir mendiants,
préfèrent voir notre niveau de vie néant. Comme ça, on ne pense pas grand. Et ils reviennent donc avec du pain. Pendant l'élection présidentielle, ils vous donnent un pain, ils vous donnent une sardine, et c'est fini, basta. Votre vie, c'est barre. Votre vie, c'est la survie. Lorsqu'on voit donc aujourd'hui les autres pays qui se sont développés, ces pays n'ont pas passé leur temps à aller acheter des armes. Mais regardez les dirigeants subsahariens. Tout leur problème, c'est que nous allons faire une coopération militaire. Et cette coopération militaire-là, c'est pourquoi? C'est pour uniquement tuer les opposants. C'est pour tuer les manifestants. C'est pour tuer leur peuple. Le peuple qui demande juste du pain. Le peuple qui a faim. Le peuple qui demande les emplois. Et subitement, ils nous montrent des Occidentaux ou des Asiatiques comme étant nos ennemis. Ce sont nos dirigeants qui sont nos pires ennemis. Ils ne nous aiment pas. Et ceux qui perdent notre temps à les soutenir, voir qu'il faut faire la guerre seulement contre les étrangers, n'ont rien compris. Parce que regardez dans nos propres pays, est-ce que on vous donne les moins, comme on disait, la création des emplois? Est-ce qu'on vous assiste? Est-ce qu'on vous donne des crédits? Non. Mais vous savez comment leur famille passe les concours. Les concours de l'ENAM, du CUS. Vous voulez aussi dire que c'est à cause des Occidentaux? Vous voulez dire que c'est à cause des Chinois? Que c'est à cause des Américains qu'on se retrouve avec des cadavres dans des listes? Vous voulez dire que lorsqu'on dit, aujourd'hui par exemple, que on veut récupérer des milliards dans les banques françaises, dans les châteaux français, dans les palaces français, est-ce que c'est la France qui est venue attraper Paul Biya, Chantal Biya, que venez mettre votre argent ici? Est-ce que c'est la France qui est partie attraper Ali Bongo, d'aller cacher 2700 milliards à l'étranger? C'est que nos dirigeants sont méchants. Et notre premier combat, c'est d'abord d'écarter ces dirigeants qui ne sont que des pions des Occidentaux et qui, au lieu d'assumer les responsabilités, préfèrent rejeter le tort sur leurs complices, sur leurs patrons. Certes, ils sont des exécutants, mais s'ils auraient été des gens assoiffés de souveraineté, ils auraient construit, ils auraient investi. Ils auraient mis des infrastructures, on aurait des sociétés. On ne serait pas en train de prendre toujours la mer, de prendre le désert. Mais vous allez voir tout simplement aujourd'hui, Mahamat Idriss Déby, il fait semblant d'aller en Libye. Mais est-ce que c'est pour les Tchadiens? Non. Qu'est-ce qu'il va faire pour eux? Rien. Parce que c'est la même dynastie. On continue à exploiter les autres. Et les autres doivent vivre comme des souris. Ils vont vous dire qu'ils aiment le pays. Ils n'aiment pas le pays. Ceux qui aiment parfois le pays, c'est eux qui sont à l'étranger parfois même. Et qui sont présentés comme des ennemis. Et pourtant, ce qu'ils apportent dépasse l'aide que les pays occidentaux apportent. C'est eux qui viennent faire les investissements directs étrangers qui sont supérieurs à ceux-là des Occidentaux. C'est eux qui, en envoyant les Western Union, en faisant toutes sortes de transferts d'argent, qui participent à l'économie du pays. C'est eux qui, quand ils viennent pendant les vacances, après avoir souffert à l'étranger, viennent relever leur famille, viennent relever l'économie, viennent même un peu remettre sur des rails un secteur du tourisme qui est complètement anéanti. Mais aujourd'hui, vous allez voir
que l'homme noir, l'homme africain, est encore l'ennemi de son propre frère, même sur son propre territoire, puisque ils font déjà des lois plus régicides, plus liberticides que les lois de l'apartheid, comme cette loi, ou alors ce décret, ou alors cet arrêté préfectoral signé au Cameroun, dire que désormais, ceux qui ne diront pas Paul Biya, Ayop, Ayop, Paul Biya est Dieu, ceux qui tenteront de dire que le Cameroun est un pays corrompu, ceux qui pourront dire que les sous-préfets, les préfets sont des bandits et achètent les concours à les dames, eh bien cela, ils seront immédiatement exclus, virés du pays, ils seront déportés comme à l'époque des nazis.